Coincé entre l'E3 et la Gamescom, Japan Expo a longtemps peiné à se faire une vraie place parmi les événements liés aux jeux vidéo. Depuis quelques années, on sent toutefois les choses bouger, alors que les éditeurs font de plus en plus d'efforts pour amener des personnalités importantes et des gros titres sur le salon. À l'image de Capcom, qui proposait cette fois-ci au public de s'essayer à Street Fighter V pour la première fois en France. On a bien évidemment sauté sur l'occasion pour tester un peu le jeu, présenté ici dans une version similaire à celle de l'E3. Avec ses 6 personnages et ses 2 stages, Street 5 est pour l'instant loin d'être définitif. Mais il montre déjà les contours de son nouveau système de jeu, basé sur la jauge de V. Une fois remplie, celle-ci permet à un combattant d'activer son V-Trigger unique dont les propriétés varient. Cammy et Dictateur voient par exemple leurs coups spéciaux modifiés pendant un certain temps, tandis que Birdie gagne un bonus de dégâts temporaires ou que Charlie peut se téléporter une fois. Contre un fragment de la même jauge V, un personnage pourra également utiliser le V-Reversal qui permet de repousser un adversaire après un coup encaissé dans la garde, selon un principe qui rappelle l'Alpha Counter de la série des Street Fighter Alpha. Et pour remplir cette fameuse jauge, il faudra utiliser le V-Skill, qui se déclenche à l'envie d'une simple pression simultanée sur poing et pied moyen. Là encore, chaque personnage aura son propre coup. Chun-Li s'élance par exemple dans les airs, tandis que Ryu peut exécuter une sorte de pari à la Street 3, ou que Charlie peut absorber un projectile. C'est peut-être ce point précis qui nous réserve encore le plus de surprises, puisque chaque nouveau personnage annoncé amènera son propre V-Skill avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'équilibrage. En l'état actuel des choses, Cammy peut par exemple sembler assez peu gâtée avec son Spin Knuckle, comparé à d'autres combattants. Mais il faudra bien évidemment attendre la sortie définitive et les éventuelles modifications du système opérées entre-temps pour s'en faire une idée pertinente. D'ici là, on sent déjà une volonté de changement assez radicale de la part de Capcom, qui n'hésite pas à puiser dans d'anciennes mécaniques qui ont fait leurs preuves plus tôt pour créer quelque chose de nouveau. On sent du Alpha dans Street Fighter V, mais aussi du 2X et un peu de Third Strike. Tandis que l'abandon de la focus et du principe d'Ultra sonne comme des désaveux de Street Fighter 4 et de ses mécaniques de comeback et ses solutions défensives pas toujours très appréciées. Plus récemment, à l'occasion du Comic-Con San Diego, Capcom a également révélé le personnage de Ken, dont l'aspect douteux est amplement rattrapé par une palette de coups assez originale qui l'éloigne plus que jamais de Ryu et des autres Shoto. On a hâte de pouvoir l'essayer, grâce aux 3 sessions de bêta dont la première se tiendra du 23 au 28 juillet sur PS4 uniquement. On reste dans le domaine de la baston, mais on quitte celui des gros blockbusters avec Last Fight, dont l'équipe de développement nous a fait le plaisir d'installer une borne jouable sur le stand No Life. On a donc pu tester sans se déplacer le jeu adapté de la bande dessinée Last Man de Bastien Vives, Balak et Michael Sanlaville. Et pour ne rien gâcher, nous étions accompagnés par Thomas et Trex, les 2 programmeurs sur le projet qui ne constituent pas la totalité de la team Last Fight, mais qui ont bien voulu nous présenter le jeu. Au moment de faire Last Man, Bastien voulait faire un jeu vidéo et il a décidé que Last Man serait la licence pour laquelle on fera un jeu vidéo, car elle correspond plus à un jeu vidéo que toutes les Paulina, le goût du chlore et voilà. Et du coup c'était sûr que ça allait être un jeu Last Man. La forme, on n'était pas sûr au début. On a beaucoup de fans de Street Fighter, donc ça allait s'approcher d'un jeu de combat. Et on a préféré aller vers un Power Stone pour toucher un public plus casual et les soirées en canapé à 4, voilà, avec tout le monde derrière le même écran et on se tape dessus et on s'éclate bien. Tu sautes, tu mets des coups, tu grabes des objets que tu utilises sur les autres. Il y a des attaques originales, des utilisations d'objets originales, ouais, c'est rigolo. Hein. On a des objets, on a des transformations et chaque personnage a des attaques spéciales, des combos et voilà. Ouais, bah effectivement, un feeling Power Stone avec les arènes à peu près de la même taille, des objets qu'on peut choper, qu'on peut soit attraper et balancer, soit directement balancer sur les ennemis, c'est-à-dire en appuyant sur la touche d'attaque. On a plusieurs arènes différentes qui vont un peu déterminer le style de jeu. Et par exemple, il y en a avec plus d'objets, il y en a avec des lance-missiles, il y en a avec des gants de boxe, il y en a avec des gros objets à se lancer, il y en a avec des potions qui nous rendent invisibles, ce genre d'objets. Voilà. Et il y a un mode campagne à la Double Dragon où on joue soit Richard, soit Duke, et on va se battre en suivant une histoire pour sauver Tommy Katana. On va se battre contre tous les mutants, les uns après les autres dans leurs arènes respectives, avec des planches d'histoire dessinées par Bastien Vives entre chaque arène. Et sinon j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sont originaux par rapport à Last Man. Dans la bande dessinée, donc dans l'univers de Last Man, dans Paxstone,
Il y a une société pharmaceutique qui veut lutter contre la drogue. Et donc ils ont fabriqué un jeu avec les deux stars de l'époque, Richard et Duke, qui sont deux grands boxeurs au top de leur forme et qui inspirent tous les jeunes. Et ils vont se battre donc contre que des personnages originaux qui n'existent pas dans Last Man pour sauver leur copine qui, elle, existe dans l'univers de Last Man. On s'est fait plaisir, on a fabriqué 2 bandes d'arcade et elles ont tourné non-stop pendant tout le Stunfest. On a même dû le soir faire virer les gens pour corriger quelques bugs du jour au lendemain, vu que c'est la première fois qu'on montrait le jeu. Ça va énormément changer d'ici la sortie du jeu, vu qu'on est en permanence en train d'essayer des nouvelles idées. Au niveau gameplay, on expérimente beaucoup. Par exemple, avant la Japan Expo, on a changé l'attaque de Spice, le personnage féminin là, rouge qu'on voit. Et on a transformé la plante carnivore qu'elle invoque en un piège qu'elle pose au sol. Et on adore, donc ça risque de rester, mais on reste ouvert aux idées de gameplay, on expérimente et on garde ce qui est fun. Les barres de vie au sol, au Stunfest, c'était pas le cas. Là, c'est quelque chose avec lequel on expérimente parce que les barres de vie en haut, c'était un peu difficile à suivre pendant qu'on est en train de se battre, de regarder régulièrement sa vie souvent les joueurs se rendaient compte qu'ils étaient morts au dernier moment, au dernier coup. Et là, donc, on expérimente avec les barres de vie plus présentes, plus au centre de l'action, quoi. Donc on sera également à la Gamescom avec un jeu qui sera beaucoup plus proche de sa version finale. Le jeu sera terminé en tout cas à Noël et après ça va beaucoup dépendre des constructeurs, du temps d'acceptance de Steam, de Microsoft, de Nintendo. Vu que le but c'est de sortir sur PS4, sur Xbox One, sur Wii U et sur PC. Pas très loin du stand No Life, ouais, on était bien placé cette année, se trouvait également un petit espace réservé à The Ultimatest Battle, un jeu indépendant dont le game designer, Esken, a bien voulu nous parler. Je suis le game designer d'Edio Games, le studio qu'il y a derrière. On a un jeune studio indépendant, on a ouvert ça fait 2 ans qu'on a lancé notre jeu en bêta ouverte maintenant. Notre jeu c'est The Ultimatest Battle, UB pour les intimes. C'est un superlatif qui n'existe pas en anglais, mais on en a parfaitement conscience, c'est pour montrer le côté décalé du jeu. C'est un jeu de plateforme avec la destruction du terrain, tout comme les Worms, sauf que c'est du temps réel, beaucoup plus nerveux. Chacun contrôle son personnage, tout le monde saute et tire dans tous les sens en même temps. C'est du PVP par équipe, dans différents modes de jeu, donc c'est des games qui durent environ 5 minutes par partie, donc ça s'enchaîne assez rapidement. T'as un système de classe qui est pas mal similaire à celui de Team Fortress 2. De manière générale, notre modèle économique est celui de Team Fortress. On est du free-to-play, pas du tout du pay-to-win, du pay-to-skin ou du pay-to-swag, comme disent nos joueurs. Donc en fait, chacune des classes, tu vas pouvoir les changer en cours de jeu et la personnaliser avec des armes que tu vas drop ou craft au fur et à mesure de tes parties. Sachant que le principe, c'est vraiment basé sur l'équité entre les joueurs. Tu vas pas avoir une arme qui va être plus forte qu'une autre, si j'ai bien fait mon job. De manière à ce que si un nouveau joueur se retrouve contre quelqu'un qui a toutes les armes du jeu, s'il joue mieux que lui, il a toutes les chances de le défoncer. En gros, pour faire une phrase résumée, je dis souvent que c'est un melting pot entre, tu prends du Worms, du Super Smash, du Team Fortress 2 pour ceux qui connaissent, tu les mélanges avec un petit peu de RPG et beaucoup de what the fuck, et ça donne The Ultimatest Battle. Ce mélange peut-être étonnant mais certainement pas déconnant était un des très rares jeux indépendants à se présenter sur le salon. Le seul en tous les cas à avoir son propre stand. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué d'obtenir un stand à la JE, mais on a eu pas mal de chance parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on était présent à la JE. On a lancé notre bêta à la Japan Expo 2013 vraiment. On n'était pas du tout professionnel, donc on a pu s'acheter un stand jeunes créateurs où c'est vraiment des prix d'amis pour les jeunes créateurs qui proposent des dessins ou autre chose comme ça. Nous on a présenté notre jeu en ligne, c'est ça qui a vraiment lancé notre communauté au départ. Et de là, du coup, on a fait au moins le Toulouse Game Show, on fait le TGS chaque année, la Japan chaque année. Récemment, on a fait les Geek Ferries. On essaye d'être présent le plus possible au contact des joueurs pour justement pouvoir leur expliquer notre démarche, qui on est et comment on fait ça. À partir du moment où tu passes professionnel, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un stand parce que beaucoup plus cher. Et non, nous, on a eu la chance d'être là depuis 3 ans à la Japan. Et du coup, quand j'ai expliqué à l'organisation que nous, ça allait être notre 3e année, mais qu'on n'avait clairement pas les moyens de se payer un vrai stand pro, étant donné le budget, ils nous ont fait un gros prix d'amis pour justement nous permettre d'avoir cette visibilité hors du commun qu'est la Japan, parce que ça reste quand même la référence des studios, des festivals geeks en France. Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester The Ultimatest Battle sur le salon, le jeu est donc actuellement disponible gratuitement en version bêta, en attendant sa sortie officielle prévue en début d'année prochaine. On espère avant ou courant début 2016. Parce qu'au final, notre statut de bêta, il est uniquement là parce qu'on ne va pas tester un contenu pendant longtemps en privé avant de le faire tester par la communauté. Là, typiquement, on a sorti les guildes, il y a les casernes, l'équivalent de nos guildes, il y a 2 semaines environ. Et du coup, on l'a directement fait tester à la communauté, on ne l'a pas préparé dans notre coin, mais ça veut dire que lorsqu'on sortira de cette phase de bêta,
n'y aura pas du tout de remise à zéro des inventaires, des niveaux ou quoi que ce soit. Nos joueurs auront simplement le titre bêta-testeur en plus pour nous avoir aidé à tester le jeu pendant tout ce temps. Moins surprenant que les Power Stone-like et autres jeux indépendants, Bandai Namco était également présent sur le salon. Venu comme à l'accoutumée avec un grand stand qui faisait très judicieusement le pont entre le hall Japon et le hall jeux vidéo, l'éditeur a présenté ses gros titres de l'année, comme Dragon Ball Xenoverse ou encore J-Stars Victory vs Plus. Mais aussi ses jeux à venir, parmi lesquels figuraient les traditionnels nouveaux épisodes de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm et One Piece Pirate Warriors, mais aussi Tekken 7, Project X Zone 2, Godzilla et Saint Seiya Soldier Souls. On vous reparlera d'ailleurs prochainement de ce dernier à travers une interview de son producteur Mito Ryo. D'ici là, tâchez d'affûter vos sens, et en particulier le 7e.